La fumée montait en spirale paresseuse depuis la forge de Clément, artisan ferronnier dans la petite cité de Saint-Lys, où les remparts carolingiens encerclaient encore les maisons de Torchy et les écopes serrées les unes contre les autres. C'était une matinée d'automne où le brouillard s'accrochait aux toits de chaume, et Clément martelait le fer avec la régularité d'un cœur qui bat, créant des clous, des serrures, des charnières pour les marchands et les bourgeois de la ville. Il avait 31 ans, les mains calleuses, le visage noirci par la suie et une réputation qui dépassait les limites de la cité. On venait de loin pour ses ouvrages, car ses mains savaient donner au métal des formes qui semblaient impossibles, des entrelacs complexes qui rappelaient les enluminures des manuscrits des moines. Ce matin-là, une femme entra dans l'atelier, et le bruit du marteau se tut. Elle portait un manteau de laine verte, brodé de fils d'argent, et ses cheveux noirs tombaient librement sur ses épaules, ce qui était inhabituel pour une femme de qualité. Ses yeux étaient d'un gris profond, comme l'eau d'un lac avant l'orage, et elle avait dans le regard quelque chose d'ancien, de sauvage, qui fit battre le cœur de Clément d'une manière qu'il ne comprenait pas. « Es-tu celui qu'on appelle Clément aux mains d'or » demanda-t-elle, et sa voix avait une musicalité étrange, comme si elle chantait en parlant. « C'est ainsi qu'on me nomme parfois, » répondit Clément en posant son marteau. « Que puis-je forger pour vous, dame ?» Elle s'approcha de l'enclume, et Clément remarqua qu'elle marchait avec une grâce qui semblait contre nature, comme si ses pieds effleuraient à peine le sol de terre battue. « On m'a dit que tu pouvais créer des objets qui défiaient la compréhension, des serrures qui ne s'ouvraient qu'au toucher de leur propriétaire, des clés qui trouvaient leur chemin dans le noir. » Clément sourit, flatté, mais aussi légèrement mal à l'aise. « Ce ne sont que des rumeurs exagérées. Je suis habile, c'est vrai, mais je ne fais pas de magie. La magie et l'artisanat ne sont pas si différents, dit-elle en traçant du doigt un motif dans la poussière de charbon sur l'établi. Les deux transforment le monde selon la volonté de celui qui sait. Je m'appelle Mélusine. J'ai besoin que tu fabriques quelque chose pour moi. Une cage, mais pas une cage ordinaire. » Le nom résonna étrangement dans l'esprit de Clément. Mélusine. Il avait entendu ce nom dans les histoires que sa grand-mère racontait, des légendes de fées et de femmes serpents qui hantaient les forêts et les rivières. Mais c'était de la superstition, des contes pour effrayer les enfants. Il secoua la tête pour chasser ses pensées. Une cage? De quelle taille? Pour quel usage? Mélusine le regarda intensément. Assez grande pour contenir un homme, et elle devra être forgée avec du fer qui n'a jamais vu le jour, extrait des entrailles de la terre et travaillé uniquement à la lumière des étoiles. Clément fronça les sourcils. « C'est impossible, le fer doit être chauffé dans la forge, et la forge brûle jour et nuit. Comment voulez-vous ? » « Je te fournirai le fer, » l'interrompit-elle, « et je te montrerai comment travailler sans ta forge. Tu n'as qu'à accepter. En échange, je te donnerai plus d'or que tu n'en verras dans 10 vies. » L'or ne manquait pas à Clément. Son travail lui permettait de vivre confortablement, de nourrir sa mère veuve et sa jeune sœur, d'économiser pour s'acheter un jour une maison avec un jardin. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Mélusine, dans la façon dont elle le regardait, qui le faisait hésiter entre la méfiance et une fascination qu'il ne pouvait expliquer. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il finalement. « Il y a des forgerons plus expérimentés à Paris, à Reims. »« Parce que tu as un don, » répondit-elle simplement, « et parce que tu es le seul qui puisse réussir. Mais je te préviens. Si tu acceptes, ta vie ne sera plus jamais la même. » C'était un avertissement, mais Clément l'entendit comme une promesse.
Il avait passé toute sa vie dans cette forge, respirant la fumée et le charbon, créant des objets utiles mais sans âme. L'idée de fabriquer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui défierait les lois ordinaires du monde, l'attirait comme la flamme attire le papillon. « J'accepte, dit-il, et les mots lui semblèrent venir de quelqu'un d'autre. Mélusine sourit, et, pendant un instant, Clément crut voir ses dents briller d'un éclat trop blanc, trop pointu. « Alors retrouve-moi ce soir, quand les cloches de Saint-Pierre sonneront les vespres, à l'orée de la forêt de Chantilly. Viens seul et n'en parle à personne. » Puis elle disparut, et Clément ne put dire si elle était sortie par la porte ou si elle s'était simplement évanouie comme la fumée. Il resta debout dans son atelier, le cœur battant, se demandant s'il n'avait pas rêvé toute cette conversation. Mais quand il regarda l'établi, il vit qu'elle avait laissé une trace. Le motif qu'elle avait tracé dans la poussière de charbon était encore là, un entrelac complexe qui ressemblait à la fois à des racines et à des flammes. Et à côté, posée sur le bois, une pièce d'or d'un métal qu'il ne reconnaissait pas, gravée de symboles qu'il ne pouvait lire. Le reste de la journée passa dans un brouillard. Clément forgea mécaniquement, ratant plusieurs pièces, ce qui ne lui arrivait jamais. Ses apprentis le regardaient avec inquiétude, mais il ne leur dit rien. Comment aurait-il pu expliquer ce qui s'était passé quand lui-même n'était pas sûr de le comprendre? Quand les cloches de Saint-Pierre sonnèrent enfin les vespres, le soleil déclinait déjà derrière les collines, teintant le ciel de rose et d'or. Clément ferma l'atelier, dit à sa mère qu'il devait rencontrer un client pour une commande importante et prit le chemin de la forêt de Chantilly. Le sentier serpentait entre les chênes centenaires, leurs branches se rejoignant au-dessus de sa tête pour former une voûte de feuilles dorées par l'automne. L'air sentait la terre humide et les champignons, et le seul bruit était le craquement des branches mortes sous ses pieds. À l'orée de la forêt, Mélusine l'attendait. Elle semblait faire partie du paysage, comme si elle était là depuis toujours, une statue de chair et de sang qui aurait pris vie. À ses pieds se trouvaient 3 coffres de bois cerclés de cuivre, et derrière elle, une clairière s'ouvrait, inondée de la lumière déclinante du jour. « Tu es venu » dit-elle, et il y avait dans sa voix une satisfaction presque féline. « J'avais peur que tu ne changes d'avis. »« Je ne reviens jamais sur ma parole, » répondit Clément, avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait vraiment. « Où est ce fer dont vous m'avez parlé ?» Mélusine ouvrit le premier coffre, révélant des barres de métal d'un noir si profond qu'elles semblaient absorber la lumière plutôt que la refléter. Clément s'approcha, fasciné. Il avait travaillé toutes sortes de métaux dans sa vie, mais jamais il n'avait vu un fer comme celui-ci. Quand il tendit la main pour le toucher, il sentit un picotement étrange remonter le long de son bras, comme si le métal était vivant. « C'est du fer des étoiles, » expliqua Mélusine. « Il est tombé du ciel il y a des siècles, avant même que les hommes ne sachent ce qu'était le fer. Il possède des propriétés particulières. Il peut contenir ce qui ne devrait pas être contenu. » « Contenir quoi ?» demanda Clément, même s'il n'était pas sûr de vouloir connaître la réponse. Mélusine ne répondit pas directement. « Tu travailleras ici, dans cette clairière, chaque nuit quand les étoiles brillent. Tu ne dois jamais forger ce métal à la lumière du soleil, où il perdra ses propriétés. Je t'ai apporté ce dont tu auras besoin. » Elle ouvrit les 2 autres coffres. L'un contenait du charbon d'un noir de jais, l'autre des outils, un marteau, une enclume portable, des tenailles, tous gravés de symboles similaires à ceux de la pièce d'or. Clément les examina avec l'œil d'un artisan et fut impressionné par leur qualité. Ils étaient légers mais incroyablement solides, équilibrés à la perfection. « Comment vais-je chauffer le métal sans forge ?» demanda-t-il, posant enfin la question la plus pratique. Mélusine sourit.
Le fer des étoiles ne se chauffe pas comme le fer ordinaire. Tu dois le frapper à froid, encore et encore, et c'est la force de tes coups, la chaleur de ton corps, ta volonté même qui le rendront malléable. C'est un travail épuisant qui demandera toute ta force et toute ta concentration. Mais tu en es capable, je le sais. Elle s'approcha de lui, si près qu'il pouvait sentir son parfum, un mélange de fleurs sauvages et de quelque chose de plus profond, de plus sauvage, comme l'odeur de la forêt après la pluie. Je resterai avec toi, chaque nuit, pendant que tu travailles. Je serai là pour te guider, pour t'encourager. Et peut-être pour autre chose. Le regard qu'elle lui lança était sans équivoque, et Clément sentit son sang s'accélérer dans ses veines. Il n'avait jamais été marié, n'avait jamais eu le temps pour les affaires de cœur, trop occupé par son travail et ses responsabilités familiales. Mais là, dans cette clairière, avec cette femme étrange et magnifique qui le regardait comme s'il était la seule personne au monde, il sentit quelque chose s'éveiller en lui, quelque chose de primitif et d'irrésistible. « Je ne comprends toujours pas pourquoi cette cage est si importante, dit-il, essayant de garder la tête froide. Que comptez-vous y enfermer ?» L'expression de Mélusine changea, devint plus sombre, plus grave. « Un monstre, dit-elle simplement. Quelque chose qui me hante depuis si longtemps que j'ai oublié ce que c'était que d'être libre. Mais tu n'as pas besoin de comprendre tout cela maintenant. Contente-toi de forger et de me faire confiance. » La confiance. C'était un mot étrange dans la bouche de cette femme qui était encore une inconnue pour lui. Mais Clément hocha la tête, prit le marteau gravé de symboles et commença à travailler. Les premières nuits furent les plus difficiles. Le fer des étoiles résistait à ses coups comme aucun métal ne l'avait jamais fait. Ses bras le brûlaient, ses mains se couvraient d'ampoules malgré ses callosités, et la sueur coulait sur son visage, même dans l'air frais de l'automne. Mais peu à peu, le métal commença à répondre, à se plier sous ses coups. Il découvrit qu'il ne devait pas seulement frapper avec force, mais avec intention, en visualisant la forme qu'il voulait créer, comme si ses pensées elles-mêmes guidaient le marteau. Mélusine restait près de lui, assise sur une pierre couverte de mousse, l'observant en silence. Parfois, elle chantait des mélodies dans une langue qu'ils ne connaissaient pas, mais qui semblait faire vibrer l'air autour d'eux. D'autres fois, elle se levait et venait l'aider, tenant les barres de métal pendant qu'il les martelait, et alors il sentait sa chaleur contre lui, l'odeur de ses cheveux, et il devait se concentrer pour ne pas perdre le rythme. Les jours passaient dans une étrange routine. Clément travaillait dans sa forge pendant la journée, accomplissant ses commandes habituelles avec une impatience nouvelle. Dès que le soleil se couchait, il partait pour la forêt, où Mélusine l'attendait toujours. Ils ne parlaient pas beaucoup pendant qu'ils forgeaient, mais le silence entre eux n'était pas vide. Il était rempli d'une tension qui grandissait de nuit en nuit, une conscience mutuelle qui devenait de plus en plus difficile à ignorer. Une nuit, alors que la lune était pleine et baignait la clairière d'une lumière argentée, Clément s'arrêta de travailler, le souffle court, les muscles tremblants. Il avait forgé les barreaux de la cage, des tiges de métal noir qui brillaient étrangement sous les étoiles, chacune gravée de motifs complexes qu'il ne se souvenait pas avoir créés consciemment. « C'est magnifique », murmura Mélusine en s'approchant. Elle effleura les barreaux du bout des doigts, et ils vibrèrent, émettant un son cristallin. « Tu as un don véritable, Clément, non seulement dans tes mains, mais dans ton cœur. » Il la regarda, et soudain toute la fatigue, toute la confusion des dernières semaines se cristallisa en une seule certitude. Il était tombé amoureux d'elle, de cette femme mystérieuse qui l'avait entraîné dans cette entreprise étrange, qui restait à ses côtés nuit qu'après nuit, qui le regardait avec une intensité qui lui coupait le souffle. « Mélusine, dit-il, et sa voix était rauque, qui es-tu vraiment ?»
Elle ne répondit pas immédiatement. À la place, elle s'approcha encore plus près, jusqu'à ce qu'ils se touchent presque, et posa sa main sur sa joue. Sa peau était fraîche, mais pas froide, et son contact envoya un frisson le long de son échine. « Je suis ce que tu vois, » dit-elle doucement, « et je suis bien plus que cela. Mais ce que je suis importe-t-il vraiment? N'est-ce pas suffisant que je sois là, avec toi? » « Non, » répondit Clément, avec une honnêteté qui le surprit lui-même. « Ce n'est pas suffisant. Je veux tout savoir de toi. D'où tu viens, pourquoi tu as besoin de cette cage, ce que tu ressens pour moi. » Mélusine le regarda longuement, et dans ses yeux gris, Clément vit quelque chose de vulnérable, quelque chose de presque humain. « Tu es dangereux, » murmura-t-elle. « Tu me fais vouloir des choses que je ne peux pas avoir. Tu me fais espérer. » « Espérer quoi? » « Une vie normale, une vie avec toi. Mais ce n'est pas possible, Clément, pas tant que je porte cette malédiction. »« Quelle malédiction ?» insista-t-il en prenant ses mains dans les siennes. Elles étaient petites, délicates, mais il sentait une force étonnante en elles. « Parle-moi, laisse-moi t'aider. » Mélusine ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, ils brillaient de larmes. « Très bien, tu veux la vérité? Je vais te la dire, mais après cela, tu ne me regarderas plus jamais de la même façon. » Elle recula de quelques pas, et sous la lumière de la lune, elle commença à se transformer. Son corps ondula, s'allongea, et là où se trouvaient ses jambes, apparut une queue de serpent couverte d'écailles vertes et argentées qui scintillaient comme des pierres précieuses. Ses yeux prirent une teinte plus dorée, presque reptilienne, et ses dents devinrent légèrement plus pointues. Clément aurait dû hurler, s'enfuir, faire le signe de croix, mais il resta figé, fasciné par cette transformation, par la beauté étrange de cette créature qui était à la fois femme et serpent. Car même sous cette forme, elle était encore Mélusine, celle qu'il avait appris à connaître au cours de ses nuits dans la forêt. « Je suis une Mélusine, » dit-elle, et sa voix avait maintenant une qualité sifflante. Une fée serpent. Il y a des siècles, j'ai été maudite pour avoir défié ma mère, une fée plus puissante que moi. Elle m'a condamnée à prendre cette forme chaque samedi, de minuit à l'aube. J'ai vécu caché pendant tout ce temps, seul, évitant les humains de peur qu'ils ne découvrent ma vraie nature. Mais la malédiction s'aggrave. Chaque année, le temps que je passe sous cette forme s'allonge. Bientôt, je ne serai plus jamais humaine. Je serai seulement cela. Elle cracha le dernier mot avec dégoût, et Clément comprit alors la profondeur de son tourment. Elle détestait ce qu'elle était devenue, cette partie d'elle-même qui n'était ni totalement humaine, ni totalement autre chose. « La cage, dit-il lentement, comprenant enfin. Tu veux t'enfermer toi-même. »« Non, » répondit Mélusine en secouant la tête, ses cheveux noirs ondulant autour d'elle comme des serpents eux-mêmes. « La cage est pour la partie de moi qui est serpent, pour la bête qui grandit en moi chaque jour. Si tu peux la forger assez solide, assez puissante, je pourrais y enfermer cette partie de moi-même, l'arracher de mon être et enfin être libre. Libre d'être pleinement humaine. Libre de vivre sans peur. Libre de t'aimer. » Les derniers mots furent prononcés dans un murmure, mais ils résonnèrent dans le cœur de Clément comme un coup de tonnerre. Elle l'aimait. Cette créature magnifique et terrible l'aimait, lui, un simple forgeron de Senlis. Il s'approcha d'elle, ignorant la queue serpentine qui ondulait nerveusement, et prit son visage entre ses mains. « Je ne te vois pas différemment, » dit-il fermement. « Tu es encore toi. Peu importe ta forme, tu es encore la femme qui est venue dans ma forge, qui a cru en moi, qui a passé toutes ces nuits à mes côtés. Et oui, je t'aime aussi. » Mélusine laissa échapper un sanglot,
Et pendant un instant, Clément vit à quel point elle était fragile malgré toute sa magie et son pouvoir. Elle avait vécu si longtemps seule, rejetée, se rejetant elle-même, qu'elle avait oublié ce que c'était que d'être acceptée. Il l'embrassa alors, et elle redevint humaine dans ses bras, sa queue se transformant en jambe, son corps retrouvant sa forme féminine. Ils tombèrent ensemble sur la mousse douce de la clairière, et sous les étoiles qui avaient été témoins de tant de nuits de travail, ils devinrent amants. Leurs corps s'entremêlèrent avec une urgence née de semaines de désirs contenus, et dans cette union, Clément sentit quelque chose de plus profond que le simple plaisir physique. Il sentit leurs âmes se toucher, se reconnaître, comme si elles s'étaient cherchées depuis toujours. Plus tard, alors qu'ils restaient allongés côte à côte, la tête de Mélusine reposant sur la poitrine de Clément, elle lui raconta son histoire. Comment elle était née il y a plusieurs siècles, fille d'une fée et d'un roi mortel. Comment sa mère avait voulu la protéger du monde en lui imposant cette malédiction qui devait la garder à l'écart des humains. Comment elle avait erré pendant des décennies, vivant dans les ombres, observant les vies qu'elle ne pourrait jamais avoir. J'ai essayé de briser la malédiction de nombreuses fois, dit-elle doucement. J'ai consulté des sorcières, des prêtres, des alchimistes, mais rien n'a fonctionné jusqu'à ce que je trouve un vieux grimoire dans les ruines d'un monastère abandonné. Il parlait d'une cage forgée dans le fer des étoiles, capable de contenir n'importe quelle magie, n'importe quelle essence. Si cette cage était créée avec amour et habileté, elle pourrait séparer la partie maudite de mon être et l'emprisonner, me laissant enfin libre. « Et tu as cherché un forgeron capable de la créer, » continua Clément. « J'en ai cherché plusieurs, mais soit il manquait de compétences, soit il me rejetait quand il découvrait ce que j'étais. Tu es le premier qui m'a accepté. » Clément caressa ses cheveux, sentant leur texture soyeuse sous ses doigts. « Comment pourrais-je te rejeter? Tu es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. » Mélusine leva la tête pour le regarder, et ses yeux brillaient dans l'obscurité. « Alors tu continueras? Tu achèveras la cage? » « Oui, promit-il, je la terminerai, et tu seras libre. » Ils s'embrassèrent à nouveau, scellant cette promesse, puis Clément se remit au travail avec une énergie renouvelée. Les barreaux de la cage étaient terminés. Il devait maintenant forger la structure qui les maintiendrait, le toit et le sol, les charnières pour la porte. Chaque pièce devait être parfaite, chaque soudure exactement à la bonne place. Mais une autre partie savait qu'elle ne comprendrait pas, qu'elle essaierait de l'arrêter, peut-être même d'aller voir le prêtre. « Elle s'appelle Mélusine, dit-il finalement. Et oui, je l'aime, mais notre relation est compliquée. Je te demande de me faire confiance, Isabelle. Encore quelques semaines et tout sera terminé. Je pourrai alors t'expliquer. » Isabelle le regarda longuement, puis soupira. « Très bien, mais sois prudent, mon frère. L'amour peut rendre aveugle, et les femmes qui viennent la nuit porter des secrets dangereux. » Ces paroles le hantèrent alors qu'il marchait vers la forêt. Avait-il été aveugle? S'était-il laissé manipuler par Mélusine pour servir ses propres fins? Mais quand il la vit qui l'attendait dans la clairière, son sourire éclatant à sa vue, tous ses doutes s'évanouirent. Non, ce qu'il partageait était réel. Il le sentait dans ses os, dans son cœur. La cage prenait forme. Elle était plus belle qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Une œuvre d'art faite de métal noir et de motifs entrelacés qui semblaient bouger sous la lumière des étoiles. Elle était assez grande pour contenir un homme, ou une créature de la taille d'un homme, et chaque barreau était gravé de symboles que Clément avait forgés sans vraiment comprendre ce qu'ils signifiaient. C'était comme si ses mains savaient quoi faire indépendamment de sa volonté consciente.
Enfin, après 6 semaines de travail, la cage fut terminée. Clément souda la dernière charnière, fixa la dernière serrure, une serrure complexe qui ne s'ouvrirait qu'avec une clé spéciale qu'il avait forgée à partir du dernier fragment de fer des étoiles. Il recula, admirant son œuvre, et sentit une fierté immense l'envahir. C'était le plus beau travail qu'il ait jamais accompli, son chef-d'œuvre. Mélusine s'approcha, les larmes coulant sur ses joues. « C'est parfait, » murmura-t-elle. « C'est exactement ce dont j'avais besoin. Tu as réussi, Clément, tu m'as sauvé. » Elle l'embrassa avec une passion désespérée, et Clément sentit qu'il y avait quelque chose de final dans ce baiser, quelque chose qui ressemblait à un adieu. « Attends, » dit-il en s'écartant. « Comment va fonctionner le rituel? Comment vas-tu séparer la partie maudite de toi-même » Mélusine détourna le regard. « C'est compliqué. Je dois entrer dans la cage sous ma forme de serpent, au moment précis où la malédiction se manifeste. À minuit ce samedi. Alors, la magie de la cage s'activera et emprisonnera cette partie de moi. Et qu'arrivera-t-il à la partie qui restera à l'extérieur, à toi? Je serai humaine, pleinement, complètement humaine, sans pouvoir, sans longévité féerique, mais sans malédiction non plus. Je pourrais vivre une vie normale, avec toi. » C'était ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Mais quelque chose dans l'expression de Mélusine le troublait. Il y avait une tristesse là, une résignation qui ne correspondait pas à la joie qu'elle devrait ressentir à l'idée d'être enfin libre. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux ?» demanda-t-il. « Renoncer à tout ce que t'es ?» « Oui, » répondit-elle fermement. « Je ne veux plus être un monstre. Je veux juste être une femme. Ta femme, si tu veux bien de moi. » Clément la prit dans ses bras, écartant ses doutes. « Bien sûr que je veux de toi, pour toujours. » Le samedi arriva, et avec lui un temps d'orage. Des nuages noirs s'amonceaient dans le ciel, et le vent hurlait à travers les arbres de la forêt. Clément arriva à la clairière juste avant minuit, son cœur battant d'anticipation et d'anxiété. Mélusine était déjà là, debout près de la cage, vêtue d'une simple robe blanche qui claquait dans le vent. « C'est l'heure, » dit-elle quand elle le vit. « La transformation commencera dans quelques minutes. Clément, je veux que tu saches que, quoi qu'il arrive, je t'ai aimé. Tu as été la meilleure chose qui me soit arrivée en plusieurs siècles d'existence. »« Pourquoi parles-tu comme si tu disais adieu ?» demanda-t-il, la peur serrant sa gorge. « Tu vas survivre à cela, n'est-ce pas ?» Mélusine sourit tristement. « Je survivrai, mais je ne serai plus la même. La femme que tu aimais, celle qui avait des pouvoirs, qui pouvait chanter les étoiles et faire danser le vent, elle disparaîtra. Il ne restera qu'une mortelle ordinaire. »« Je ne t'aime pas pour tes pouvoirs, » insista Clément. « Je t'aime pour qui tu es. »« Mais qui suis-je vraiment ?» murmura Mélusine. Et, avant que Clément puisse répondre, son corps commença à convulser. La transformation fut plus violente que la première fois que Clément l'avait vue. Le corps de Mélusine se tordit, ses os craquèrent, et elle hurla de douleur alors que ses jambes fusionnaient en une queue de serpent massive couverte d'écailles qui brillaient d'un vert venimeux sous la lueur des éclairs. Ses yeux devinrent entièrement dorés, reptiliens, et sa bouche s'élargit, révélant des crocs qui goûtaient de venin. Elle était plus grande sous cette forme, plus monstrueuse que jamais, une créature qui aurait terrifié n'importe quel homme. Mais Clément ne recula pas. Il ouvrit la porte de la cage, son cœur battant si fort qu'il pouvait à peine entendre le tonnerre. « Entre, » dit-il doucement, « entre et sois libre. » La créature qui était Mélusine le regarda, et dans ses yeux de serpent, Clément vit de la confusion, de la peur et quelque chose d'autre, de la méfiance. Elle siffla, montrant ses crocs, et Clément comprit soudain qu'elle luttait contre elle-même. La partie humaine voulait entrer dans la cage, mais la partie serpent résistait, sachant instinctivement qu'elle serait piégée.
Fais-moi confiance, supplia Clément. S'il te plaît, Mélusine, fais-moi confiance. Pendant un long moment, la créature resta immobile, sa queue ondulant nerveusement. Puis, lentement, elle s'approcha de la cage. Elle était trop grande pour y entrer facilement. Elle dut s'enrouler sur elle-même, ses écailles raclant contre les barreaux de fer des étoiles. Le métal émit une lumière bleue étrange, et Clément entendit un bourdonnement sourd, comme si des milliers d'abeilles invisibles vibraient dans l'air. Dès que la créature fut entièrement à l'intérieur, Clément ferma la porte et la verrouilla avec la clé spéciale. La lumière bleue devint aveuglante, et la créature hurla, un son qui n'était ni humain ni animal, mais quelque chose entre les deux. Son corps commença à se dissoudre, à se séparer, et Clément vit avec horreur que la partie serpent se détachait littéralement de la partie humaine, comme si deux êtres distincts étaient arrachés l'un de l'autre. C'était atroce à regarder, le sang coulait, ou quelque chose qui ressemblait à du sang, mais qui brillait d'une lumière argentée. La créature serpent se débattait contre les barreaux, essayant désespérément de s'échapper, tandis que la forme humaine de Mélusine tombait hors de la cage, s'effondrant sur le sol de la clairière. Clément se précipita vers elle, la prenant dans ses bras. Elle était pâle, à peine consciente, et son corps tremblait violemment. « Mélusine !» cria-t-il par-dessus le rugissement du vent et de la magie déchaînée. « Mélusine, reste avec moi !» Ses yeux papillonnèrent, et quand ils se rouvrirent, ils étaient entièrement humains, d'un gris clair sans aucune trace de doré. Elle leva une main tremblante et toucha son visage. « C'est fait, » murmura-t-elle. « Je suis libre. » Puis elle s'évanouit dans ses bras. Clément la souleva et commença à quitter la clairière. Mais quelque chose l'arrêta, un son venant de la cage. Il se retourna et vit la créature serpent pressée contre les barreaux, ses yeux fixés sur lui. Et dans ses yeux, il vit quelque chose qui le glaça jusqu'aux os. Il vit de l'intelligence, de la conscience, de la douleur. Ce n'était pas juste une bête sans esprit. C'était une partie de Mélusine, une partie qui pensait, qui ressentait, qui comprenait qu'elle venait d'être trahie et emprisonnée pour toujours. « Mon Dieu !» murmura Clément, « qu'ai-je fait ?» Mais Mélusine était inconsciente dans ses bras, et l'orage se déchaînait autour de lui. Il n'avait pas le choix, il devait la mettre en sécurité. Il se détourna de la cage et de la créature qui hurlait à l'intérieur et se hâta de retourner à Céline. Il installa Mélusine dans sa propre chambre, soignant ses blessures et veillant à son chevet. Elle resta inconsciente pendant 3 jours, et pendant ce temps, Clément ne dormit presque pas. Il était hanté par l'image de la créature dans la cage, par ses yeux accusateurs. Il avait l'impression d'avoir commis un crime terrible, même si c'était exactement ce que Mélusine avait voulu. Quand elle se réveilla enfin, elle était différente. Son visage avait perdu cette qualité éthérée qu'elle avait eue avant. Elle était toujours belle, mais d'une beauté mortelle, humaine. Ses yeux n'avaient plus cet éclat mystérieux, et quand elle bougeait, ce n'était plus avec cette grâce surnaturelle qui la caractérisait. « Comment te sens-tu » demanda Clément en lui tenant la main. « Vide » répondit-elle après un long silence. « Je me sens vide, comme s'il me manquait une partie de moi-même. Mais je suppose que c'est normal, j'ai littéralement perdu une partie de moi. Tu as du regret ?» Mélusine le regarda, et il vit des larmes dans ses yeux. « Je ne sais pas. Demande-moi dans 1 an. Demande-moi quand j'aurai vécu assez longtemps comme une simple mortelle pour savoir si j'ai fait le bon choix. » Ce n'était pas la réponse qu'il espérait, mais Clément hocha la tête. « Nous avons le temps, toute une vie devant nous. » Les semaines qui suivirent furent étranges. Mélusine s'installa dans la maison de Clément et ils annoncèrent leur fiançailles, ce qui provoqua des commérages considérables à Céline. Une inconnue qui épousait le forgeron le plus respecté de la ville,
D'où venait-elle? Qui était sa famille? Clément inventa une histoire, disant qu'elle venait d'une famille noble, appauvrie du nord de la France, et que sa famille était morte de la peste. C'était un mensonge fragile, mais la plupart des gens l'acceptèrent, surtout quand ils virent à quel point Mélusine était charmante et gracieuse. Mais Clément voyait les petites choses qui n'allaient pas. Mélusine ne chantait plus, et quand il lui demandait pourquoi, elle disait qu'elle avait oublié les mélodies. Elle ne riait plus autant, et ses sourires semblaient forcés. Elle essayait d'être heureuse, il le voyait, mais c'était comme si une lumière s'était éteinte en elle. Et chaque nuit, Clément était hanté par des rêves de la cage dans la forêt, de la créature emprisonnée qui hurlait sa rage et son désespoir. Il savait qu'il devrait retourner là-bas, qu'il devrait au moins vérifier que la cage tenait toujours, mais il avait peur de ce qu'il pouvait trouver. Finalement, 2 mois après le rituel, il ne put plus résister. Il se glissa hors du lit au milieu de la nuit, laissant Mélusine endormie, et retourna à la forêt de Chantilly. La clairière n'avait pas changé, la cage était toujours là, les barreaux brillant faiblement dans l'obscurité. Et à l'intérieur, enroulée sur elle-même, la créature serpent dormait. Clément s'approcha doucement, et les yeux de la créature s'ouvrirent instantanément. Ils le fixèrent avec une intensité qui le fit frissonner. Puis, à sa grande surprise, la créature parla. Sa voix était sifflante, difficile à comprendre, mais indéniablement intelligente. « Tu es revenu, dit-elle, le forgeron qui m'a emprisonné. »« Tu peux parler ?» s'étonna Clément. « Je suis Mélusine, » répondit la créature, « ou plutôt, j'étais Mélusine. Je suis la partie d'elle qu'elle a rejetée. » La partie sauvage, la partie magique, la partie qui se souvenait de ce que c'était que de voler avec le vent et de danser avec les étoiles. Clément sentit son estomac se nouer. Elle ne voulait plus être un monstre. La créature siffla, un son qui aurait pu être un rire amer. Un monstre? Est-ce cela que j'étais? Ou étais-je simplement libre? La vérité, forgeron, c'est qu'elle avait peur. Peur de sa propre puissance. Peur de ce qu'elle pourrait devenir si elle acceptait pleinement sa nature. Alors elle a choisi de s'amputer, de se mutiler pour devenir quelque chose de sûr et d'acceptable. Et toi, tu l'as aidée. Elle voulait être avec moi, protesta Clément. Elle voulait une vie normale. Et maintenant, demanda la créature, est-elle heureuse? Clément ne put répondre, parce qu'il connaissait la réponse, et elle le tourmentait. « Laisse-moi sortir, dit la créature. Ouvre cette cage, et je m'en irai. Je ne ferai de mal à personne, je veux juste être libre. » « Je ne peux pas, dit Clément, même si une partie de lui voulait désespérément ouvrir cette porte. Si je te libère, la malédiction reviendra. Mélusine redeviendra ce qu'elle était. Et ce serait si terrible. La créature se déroula, pressant son visage contre les barreaux. Forgeron, écoute-moi bien. Nous ne sommes pas séparés, elle et moi. Nous sommes une. En m'emprisonnant, elle s'est emprisonnée elle-même. Chaque jour qu'elle passe comme une simple mortelle, c'est un jour où elle nie sa vraie nature. Cela la tue lentement, de l'intérieur. Tu ne le vois pas? Clément recula, secoué par ces paroles. Il pensait à Mélusine, à la façon dont elle avait changé, à la tristesse qui semblait maintenant faire partie d'elle aussi sûrement que la couleur de ses yeux. Avait-il commis une erreur terrible? Avait-il forgé non pas une libération, mais une nouvelle prison? « Que veux-tu que je fasse » demanda-t-il, désespéré. « Demande-lui, » répondit la créature. « Demande-lui si elle est vraiment heureuse. Et si elle ne l'est pas, tu sais ce que tu dois faire. » Clément retourna à la maison avec le poids du monde sur ses épaules.
Il trouva Mélusine réveillée, assise près de la fenêtre, regardant le ciel qui commençait à s'éclaircir. Elle ne se retourna pas quand il entra. « Tu es allé à la forêt ?» dit-elle doucement. « Ce n'était pas une question. Tu as parlé avec elle. »« Oui, » admit Clément. « Mélusine, es-tu heureuse ?» Il y eut un long silence. Puis elle se retourna enfin pour le regarder, et il vit que ses joues étaient humides de larmes. « J'essaie de l'être, » dit-elle. « Je veux l'être. J'ai tout ce que j'ai toujours pensé vouloir. Un homme qui m'aime, une maison, une vie normale. Mais je me sens comme si j'avais tué une partie de moi-même. Chaque matin, je me réveille et je cherche la connexion avec le monde naturel que j'avais avant. Je veux sentir le vent me parler, entendre les chansons des étoiles. Mais il n'y a rien, juste le silence. » Elle essuya ses larmes avec colère. « Je pensais que ce serait mieux, je pensais que l'amour suffirait. » Clément s'agenouilla devant elle, prenant ses mains dans les siennes. « L'amour peut être merveilleux, mais il ne peut pas nous compléter si nous ne sommes pas d'abord complets nous-mêmes. Je comprends cela maintenant. Que suggères-tu ? Je suggère que nous retournions à la forêt, que nous libérions la partie de toi que nous avons emprisonnée, que tu redeviennes entière. » Mélusine ferma les yeux. « Mais alors la malédiction reviendra, je redeviendrai un monstre chaque samedi, les gens me rejetteront, tu me rejetteras. »« Non, » dit Clément fermement, « je ne te rejetterai jamais. Je t'aime, Mélusine, tout entière, la femme et le serpent, le mortel et l'immortel. Je t'aime pour tout ce que tu es, pas seulement pour les parties qui sont faciles à accepter. » Elle le regarda longuement, cherchant le mensonge dans ses yeux, mais elle n'en trouva pas. « Tu es sûr ? Parce qu'une fois que je serai complète à nouveau, il n'y aura pas de retour en arrière. »« Je suis sûr, » dit Clément, et pour la première fois depuis le rituel, il se sentit en paix avec sa décision. Ils attendirent le samedi suivant, et quand la nuit tomba, ils retournèrent ensemble à la forêt de Chantilly. La créature dans la cage les attendait, ses yeux brillants d'espoir et de méfiance mêlés. « Tu es venu, » dit-elle à Mélusine. « Tu as finalement compris. »« Oui, » répondit Mélusine. « J'ai compris que je ne peux pas être heureuse en étant à moitié moi-même, même si cela signifie accepter la malédiction, accepter la douleur, accepter d'être rejetée par ceux qui ne comprennent pas. Je dois être complète. » Clément sortit la clé de fer des étoiles et la tendit à Mélusine. « Tu dois l'ouvrir toi-même, c'est ton choix. » Mélusine prit la clé, et sa main ne tremblait pas. Elle la glissa dans la serrure, la tourna, et la porte de la cage s'ouvrit avec un claquement métallique. La créature serpent sortit lentement, se déroulant pour révéler sa taille impressionnante. Puis, elle se dirigea vers Mélusine, et les deux formes se touchèrent. Ce qui suivit fut l'inverse du rituel de séparation. Les deux formes fusionnèrent, la chair et les écailles se mélangeant, les os et le sang se réunissant. Mélusine cria, mais ce n'était plus un cri de douleur, c'était un cri de libération, de joie sauvage, d'une créature qui retrouvait enfin son intégrité. La lumière bleue qui avait accompagné la séparation revint, mais cette fois, elle était chaude, accueillante, comme la lumière du soleil après une longue nuit. Quand la lumière s'éteignit, Mélusine se tenait là, entière. Elle avait ses jambes humaines, mais Clément pouvait voir qu'elle avait changé. Il y avait une nouvelle force dans son regard, une confiance qui n'y était pas avant. Ses yeux avaient retrouvé leur éclat doré, et quand elle bougea, ce fut avec cette grâce surnaturelle qui lui avait tant manqué. « Comment te sens-tu » demanda Clément. Mélusine sourit, et ce sourire était radieux, authentique. « Je me sens vivante, vraiment vivante.
Pour la première fois depuis que j'ai été maudite, je ne me sens pas coupée en deux. Je suis une, complète, et... Elle chercha ses mots. C'est merveilleux. Elle se tourna vers lui, et il vit dans ses yeux une question silencieuse. Il répondit en l'attirant dans ses bras et en l'embrassant, et dans ce baiser, il y avait l'acceptation, l'amour et la promesse de ne jamais essayer de la changer à nouveau. Mais la malédiction, dit-elle quand ils se séparèrent, chaque samedi. Nous trouverons un moyen de vivre avec, répondit Clément. Peut-être que tu partiras dans la forêt ces nuits-là, peut-être que je viendrai avec toi, ou peut-être qu'avec le temps, maintenant que tu as accepté cette partie de toi-même, la malédiction perdra son pouvoir. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais nous le découvrirons ensemble. Mélusine hocha la tête, et ils restèrent là dans la clairière, sous les étoiles qui avaient été témoins de tant de transformations, de tant de douleurs, et finalement de tant de guérisons. Les mois qui suivirent ne furent pas faciles. Comme Clément l'avait prédit, chaque samedi, Mélusine se transformait en créature serpent. Au début, elle disparaissait dans la forêt, seule, craignant de blesser quelqu'un. Mais progressivement, Clément commença à l'accompagner. Il apprit à la connaître sous cette forme, à comprendre ses humeurs et ses besoins. Il découvrit qu'elle était plus elle-même sous cette forme qu'elle ne l'avait jamais été en tant que simple humaine. Elle était sauvage, oui, mais aussi joyeuse, libre d'une manière qu'elle ne pouvait être quand elle était contrainte par les attentes de la société. Et quelque chose de remarquable se produisit. Plus Mélusine acceptait sa transformation, plus elle se sentait en paix avec elle, moins la transformation était douloureuse. La malédiction commençait à perdre son emprise, comme si le simple fait de l'accepter la désarmait. 1 an après la nuit où ils avaient libéré la créature de la cage, Clément et Mélusine se marièrent dans la petite église de Senlis. Les gens murmuraient encore sur cette femme étrange qui avait capturé le cœur du forgeron, mais ils ne pouvaient nier qu'elle le rendait heureux. Et Mélusine, pour sa part, avait appris à naviguer dans le monde des humains tout en restant fidèle à sa vraie nature. Elle était devenue une guérisseuse respectée, utilisant ses connaissances des plantes et de la magie pour soigner les malades de la ville. Chaque samedi, elle et Clément partaient pour la forêt, et là, sous les étoiles, elle se transformait. Mais ce n'était plus une malédiction, c'était un cadeau, une chance de se reconnecter avec la partie sauvage d'elle-même. Et Clément était là avec elle, l'acceptant, l'aimant, la célébrant sous toutes ses formes. Quant à la cage de fer des étoiles, ils la laissèrent dans la clairière, mais maintenant elle servait un but différent. Elle était un rappel, un monument à l'erreur qu'ils avaient failli commettre, un symbole du danger de rejeter des parties de soi-même pour plaire aux autres ou se conformer à ce qui était attendu. Parfois, quand la lune était pleine, Mélusine entrait volontairement dans la cage, non pas pour s'emprisonner, mais pour se souvenir, pour se rappeler ce que c'était que d'être coupée en deux, d'être incomplète. Et puis elle en sortait, libre, entière, reconnaissante de la leçon durement apprise. Les années passèrent. Clément et Mélusine eurent 3 enfants, 2 fils et une fille, qui héritèrent tous d'un peu de la magie de leur mère. L'un pouvait parler aux animaux, l'autre pouvait faire pousser les plantes d'un simple toucher, et la dernière avait des rêves prophétiques. Ils grandirent en sachant qu'ils étaient différents, mais aussi en sachant qu'ils étaient aimés pour cette différence, pas malgré elle. Et chaque samedi, sans faute, la famille se réunissait à la lisière de la forêt. Les enfants jouaient pendant que leur mère se transformait, et ils apprirent à aimer toutes les facettes d'elle, la femme douce qui les bordait le soir et la créature serpent magnifique qui dansait sous les étoiles. Clément vieillit, comme tous les mortels, ses cheveux devenant gris, ses mains perdant leur force. Mais Mélusine resta jeune, sa nature féerique lui donnant une longévité qu'il ne pourrait jamais partager.
C'était une douleur pour eux deux, savoir qu'un jour ils partiraient et qu'elle resterait. Mais ils avaient appris une leçon importante. L'amour ne consistait pas à essayer de changer l'autre pour le faire correspondre à ses désirs. L'amour consistait à accepter, à célébrer et à chérir chaque moment donné, aussi imparfait soit-il. Un soir d'hiver, alors que Clément avait 60 ans et que son corps commençait à faiblir, il demanda à Mélusine de le porter jusqu'à la clairière. C'était un samedi, et il voulait voir sa transformation une dernière fois. Allongé sur la mousse, enveloppé dans des fourrures, il regarda sa femme devenir la créature qu'elle avait toujours été destinée à être. « Tu es magnifique », murmura-t-il alors qu'elle s'enroulait autour de lui pour le garder au chaud. « Tu l'as toujours été. » La créature serpent posa sa tête sur sa poitrine, et même sous cette forme, Clément pouvait sentir son amour, profond et sans réserve. Ils restèrent ainsi toute la nuit, sous les étoiles qui brillaient d'un éclat particulier, comme si elles aussi voulaient rendre hommage à cet amour qui avait défié toutes les règles, toutes les attentes. Quand l'aube arriva et que Mélusine reprit forme humaine, elle trouva Clément endormi, un sourire paisible sur les lèvres. Il avait vécu une vie remplie d'amour et d'émerveillement, et il était parti doucement, entouré par la magie qu'il avait autrefois forgée de ses propres mains. Mélusine pleura pour lui, ses larmes tombant sur son visage immobile. Mais c'étaient des larmes de gratitude autant que de chagrin. Gratitude pour chaque moment qu'ils avaient partagé, pour chaque leçon apprise, pour l'acceptation qu'il lui avait donnée quand elle pensait qu'elle ne pourrait jamais être acceptée. Elle l'enterra dans la clairière, près de la cage de fer des étoiles, et planta un chêne sur sa tombe. Avec ses pouvoirs, elle fit pousser l'arbre en une seule nuit, le transformant en un géant majestueux qui dominerait la forêt pendant des siècles. C'était son monument, son hommage à l'homme qui avait forgé non seulement une cage, mais aussi une compréhension plus profonde de ce que signifiait vraiment aimer. Les années continuèrent à passer. Les enfants de Mélusine grandirent et eurent leurs propres enfants, et la lignée continuait, chaque génération portant en elle un peu de la magie de leur ancêtre féerique. La légende de Clément le forgeron et de Mélusine la fée serpent se répandit à travers la région, devenant une histoire que les mères racontaient à leurs enfants, un conte sur l'acceptation, l'amour et le danger de rejeter sa vraie nature. Et chaque samedi, sans faute, on pouvait voir une créature serpente danser dans la clairière de la forêt de Chantilly, près d'un grand chêne et d'une cage de métal noir. Ceux qui la voyaient disaient qu'elle semblait heureuse, libre, complète. Et parfois, si on écoutait attentivement, on pouvait entendre le son d'un marteau frappant une enclume, l'écho d'un forgeron qui travaillait encore dans les mémoires de ceux qui savaient vraiment voir. Car certains amours transcendent la mort. Certaines leçons restent gravées, non seulement dans le métal, mais dans l'essence même du monde. Et certaines cages, forgées avec habileté et amour, ne sont jamais vraiment des prisons, mais des portes vers la compréhension et la liberté. Mélusine vécut encore pendant des siècles, gardienne de la forêt, guérisseuse et sage-femme pour les générations qui se succédèrent. Elle ne se remaria jamais, gardant dans son cœur le souvenir de l'homme qui l'avait aimée assez pour la laisser être elle-même. Et quand les gens venaient la voir, cherchant des conseils ou de l'aide, elle leur racontait toujours la même histoire. L'histoire d'un forgeron qui avait créé une cage pour emprisonner un monstre et qui avait appris que le vrai monstre était la peur de sa propre nature.
La cage elle-même devint un lieu de pèlerinage. Les couples qui se débattaient avec l'acceptation venaient la voir, touchant les barreaux de fer des étoiles et faisant des vœux. Les personnes qui luttaient contre des parties d'elles-mêmes qu'elles voulaient rejeter venaient méditer près d'elles, cherchant la sagesse et la force d'embrasser leur totalité. Et ainsi, ce qui avait commencé comme un instrument de séparation et de rejet devint un symbole d'unité et d'acceptation. La cage rappelait à tous ceux qui la voyaient qu'essayer de se séparer de parties de soi-même, aussi inconfortable soit-elle, n'apportait que douleur et vide. Que la vraie liberté venait de l'acceptation, de l'intégration, de la reconnaissance que nous sommes tous des créatures complexes et contradictoires et que c'est précisément cette complexité qui fait notre beauté. Les saisons tournèrent, les décennies devinrent des siècles, et le monde changea autour de la forêt de Chantilly. Les royaumes s'élevèrent et tombèrent, les guerres furent menées et gagnées, les technologies progressèrent. Mais dans cette clairière, le temps semblait suspendu, préservé par la magie qui imprégnait chaque pierre, chaque feuille, chaque barre de la cage de fer des étoiles. Et chaque samedi soir, si vous êtes assez brave pour vous aventurer dans la forêt, vous pourrez peut-être apercevoir une créature magnifique qui danse sous les étoiles, libre et entière, un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'acceptation et de l'amour véritable.